Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. L'ombre du syndicat. Le soleil s'était levé depuis longtemps quand Charlène émergea des bras de Morphée. Dans ses songes, elle s'était perdue dans une forêt ressemblant aux centaines qu'elle avait explorées pendant sa fuite aux confins de l'ancienne frontière. Encore chancelante, elle se hâta d'enfiler ses bottes et sa tenue de trappeuse. Une fois sa ceinture bouclée, elle avala rapidement les restes de son repas de la veille et quitta son petit appartement. À l'extérieur, elle sentit le vent rafraîchir tout son être. Elle ferma les yeux quelques secondes et profita de la brise pour prendre une grande inspiration. La journée s'annonçait ombragée. Elle verrait le retour des bagnards réhabilités dont faisait partie William Stone, ancien membre du cercle rapproché de Joe Sigel. Comme les autres Minutemen, Charlène avait été chamboulée par l'annonce de la libération du criminel. Elle comprenait le désarroi de la municipalité, la fatigue de la population après toutes ces arrestations, mais la raison de la remise en liberté d'un homme si influent demeurait une énigme des plus angoissantes pour la trappeuse. Alors qu'elle remontait le district sud pour rejoindre ses compagnons, Charlène sentait le poids des regards qui la jaugeaient de tous côtés. Il y a 2 mois à peine, ses détracteurs avaient bien failli la conduire devant le tribunal pour son altercation avec 4 adolescents. La furie du Montana avait été éberluée par ce revirement de comportement à son égard. Malgré les preuves accablantes, les couteaux, les peintures de guerre, les aveux de Thomas Mandrake, la population n'avait eu de cesse de la harceler pour sa violence. Aveuglés par la jeunesse des victimes, les parents de tout Walnut Grave n'avaient pas caché leur crainte de voir la furie du Montana réitérer les actes qui l'avaient rendu célèbre. Cependant, en cette fin du mois de mai 1913, les menaces anonymes et les insultes publiques s'étaient métamorphosées en un écœurement collectif. Charlène avait connu cette répulsion à son égard dans tous les patelins qu'elle avait traversés dans l'Ouest. Par habitude, elle se contenta d'ignorer les badauds et se concentra sur sa tâche. En arrivant devant la tour de garde, elle sentit la pression s'alléger dans son esprit quand elle vit Martin et Harry la héler depuis le perron tout en affichant des sourires amicaux. Le shérif fut le premier à lui serrer la main. « Même en retard, tu demeures radieuse. » De plus en plus lunatique, Martin semblait décidé à leurrer tout le monde en faisant croire qu'aucune mauvaise nouvelle ne pouvait l'atteindre. Mais la furie du Montana savait quelles incertitudes il s'acharnait à garder en lui. Sa vie conjugale avait déjà été un méli-mélo alambiqué, mais son travail devenait chaque jour de plus en plus étouffant. Aussi, tous les Minutemen se doutaient que le ratio de plaisanterie à la baisse du shérif était une conséquence de l'instabilité de sa situation. Notre vedette n'est toujours pas arrivée ? Visiblement, il a d'autres priorités. Harry pointa du regard le Hill Wolf, de l'autre côté de l'avenue. En y prêtant attention, la trappeuse entendit les clameurs s'élever du saloon. Des échos étouffés se perdaient dans la rue. Ainsi, Stone avait préféré filer au bar avant de répondre aux questions des justiciers. Déjà énervée, Charlène se lança à la poursuite du Louisianais, suivi par un Martin Bester qui ricana devant cette fermeté qu'il jugea très féminine. Derrière eux, Harry resta en faction devant la tour.
Comme à l'accoutumée, le Hillwolf était empli de voyageurs de transit et d'habitués venus se détendre avant de retourner travailler. Il était habituel de retrouver à toute heure de la journée un aventurier avachi sur le comptoir qui se plaisait à narrer ses péripéties à la foule alcoolisée qui l'encerclait. Auparavant, ce rôle de conteur aurait dévolu à Jerry et son passé militaire, ou Martin et ses anecdotes sur la bataille de décembre. Mais, en cette journée printanière, c'était un autre phénomène qui attirait l'admiration de la plèbe. Une chope à la main et une cigarette dans l'autre, William Stone captivait toute la salle. Il se complaisait à enjoliver sa trop courte vie carcérale. Charlène et le shérif au costume vert durent jouer des coudes pour arriver au premier rang et observer celui qui fut le dernier né du syndicat. L'ancien truand semblait resplendir au milieu du saloon. Fraîchement rasé et coiffé, il portait un ensemble gris des plus éclatants. Quand il vit les deux justiciers émerger de la foule, il vida son verre et salua les spectateurs qui exprimèrent leur contrariété. Les Minutemen furent complètement ignorés. Eh bien, vous en avez mis du temps. J'étais persuadé que vous m'attendriez à la sortie de McKean. On comptait sur ta coopération. T'as pas perdu ton temps en tout cas. Vous avez remarqué ? Et tout ça, c'est grâce à vous. Le barbier m'a rasé gratuitement, le coiffeur m'a fait une coupe gratuitement, et le tailleur, j'ai dû lui promettre un paiement en différé pour le costume. Mais vous inquiétez pas, avec tout mon fric qui a dormi à la banque, j'ai de quoi tenir plusieurs années. Le shérif et la trappeuse restèrent silencieux. Ils se concentrèrent sur leur mission. Alors qu'ils traversaient la rue qui séparait le Hillwolf de la tour de garde, Stone s'arrêta soudainement et tourna la tête vers un restaurant en amont. Avant de rencontrer vos amis, cela ne vous dérangerait pas si nous faisions un petit détour ? Je vois que le château neuf est toujours debout. C'était ma propriété avant décembre. Je suis curieux de voir si tout est resté à sa place. J'ai l'impression que tu ne mesures toujours pas la gravité de la situation, Stone. Aidé par Charlène, Martin empoigna l'aristocrate de Louisiane par le bras pour le forcer à avancer. Mais Stone ne se débina pas et refusa de reprendre la marche. Il jetait son regard dans tous les sens. Ses yeux s'arrêtèrent sur un mendiant aux habits noircis par la crasse qui gisait au bord de la rue et implorait les passants. « Regardez ça ! Voilà 30 ans qu'on n'avait pas vu de gens de cette espèce en ville. Du temps du syndicat, croyez-moi, cette épave n'aurait même pas existé. » Tu laisses ce pauvre gars tranquille. Et inutile de nous vendre les bienfaits de la mafia. On se doute bien de comment toi et tes potes, vous preniez soin des nécessiteux. Ou au moins, nous, on faisait des efforts. Vous autres, les guerriers arc-en-ciel, vous vous êtes tellement perdus sur les sentiers abrupts de la justice que vous en avez oublié les parts d'ombre nécessaires qui permettent à une civilisation de prospérer. Une fois sa pique lancée, le Louisianais se laissa traîner jusqu'au quartier général des Minutemen, maintenu fermement par ses deux geôliers qui le cernaient. Autour d'eux, les badauds saluaient le prisonnier qui, en retour, leur envoyait des sourires charmeurs. Le contraste était saisissant avec les figures sévères et écœurées de Martin et Charlène. Le bureau au sommet de la tour de garde n'avait jamais été aussi rempli. En plus des Minutemen, à l'exception de Kane, étaient venus le commissaire Johnson et le juge Gardner. Le vieil homme de loi avait pris la place de Robin. L'attrapeuse ressentit le malaise dans la pièce. Tous les regards
était porté sur Stone. Le Louisianais conserva un sourire des plus insolents, amusé par l'ironie de la situation. « Alors, c'est lequel que je dois embrasser pour le remercier de m'avoir sorti de McKean ?» Monsieur Stone, gardez bien en tête que votre réhabilitation est toujours en suspens. Avec toutes les charges qui vous visent, vous n'étiez pas censé quitter votre cellule de votre vivant. Mais au vu des récents événements, il a été décidé d'annuler votre peine. Et ce en échange de votre entière coopération. Pourquoi fallait-il que ce soit lui ? Charlène dévisagea cet homme qui, quelques mois plus tôt, avait envoyé toute la pègre contre elle et ses amis. Elle croisa le regard de Jerry, consterné lui aussi. À côté, Robin gardait un visage stoïque. Il paraissait beaucoup plus froid depuis qu'il n'avait plus de lunettes. Sur sa gauche, le squelettique David Schwartz préférait tourner le dos à l'assemblée pour observer les fourmillements de la rue depuis la baie vitrée. Stone attendit quelques secondes avant de répondre au vieux Gardner. Sauf votre respect, monsieur le juge, les guerriers arc-en-ciel ont déjà mis au trou toutes les figures du syndicat. Et vous pouvez me croire, j'étais en charge des recrutements. Puis il y a eu la cabale du crâne noir et le gang des suicidaires. Alors, à moins d'avoir affaire au fantôme de John Wilkes Booth, j'ai du mal à croire que vous galériez pour quelques pecnos. Tout en frottant sa moustache grisée, le commissaire Johnson prit la parole. Amusant. Vous êtes vraiment amusant. Je suis content que ce soit vous qu'on ait libéré et pas Siegel. Vous vous dites expert en matière de criminels, vous nous citez toute la vermine qui a sévi sur cette ville, et pourtant vous êtes capable d'en oublier certains. Thomas Mandrake a reconnu qu'il avait eu affaire avec vous dans le temps. Et aussi avec Oswald le Manchot. C'était comme ça que vous fonctionnez. Le syndicat, la cabale et la bande d'Oswald. La sainte trinité du désordre. Harry et Martin avaient déjà évoqué l'hypothèse de l'implication du Manchot dans la mort du fermier Alfred Rainman. Rangé parmi les grands leaders de la pègre de Walnut Grave, Oswald demeurait l'unique spécimen encore en liberté. En écoutant le vieux commissaire, Charlène devina assez aisément que du point de vue des forces de l'ordre, la capture du dernier vestige de l'ancienne mafia marquerait potentiellement la fin des tumultes actuels. Un retour au calme assurerait également la venue du gouverneur qui avait été décalé pour cause de troubles insurrectionnels. Il y avait même fort à parier que monsieur le maire avait dû mettre son grain de pression sur les épaules du commissaire pour régler cette affaire au plus vite, et par n'importe quel moyen. Charlène grinça des dents quand Stone se remit à parler. « Alors c'est pour ça que vous m'avez sorti du trou ? Pour que je vous retrouve un type qui a disparu depuis plusieurs mois ? » Oh, mais si ça te saoule, tu peux aussi retourner en tôle. Avant de répondre, Neville Gardner jeta un regard intimidant à Martin qui se contenta de hausser les épaules. Il est vrai que ce monsieur Oswald n'a plus donné signe de vie depuis la libération de décembre. Mais ces hommes, par contre, je doute que tous aient imité leur maître. Vous étiez dans les secrets du syndicat, monsieur Stone. La seule chose que nous vous demandons, c'est si oui ou non vous pouvez nous assister d'une quelconque façon. Auquel cas, votre détention recommencera avant ce soir. Le sourire du Louisianais s'effaça à la dernière pique de Gardner. Charlène ricana en son fort intérieur. Le défi que Stone devrait relever s'avérait des plus impossibles. Trop d'eau avait coulé sous les ponts, emportant avec elle le semblant de piste que les Minutemen auraient pu suivre. Sans se laisser débiner, Stone prit un air défiant envers toute l'assemblée.
Attendez. Vous voulez leur nom et leurs adresses? C'est pas compliqué. Tout est dans ce bureau. À l'unisson, tous les êtres dans la pièce furent désarçonnés. Charlène croisa les yeux emplis d'incompréhension de Jerry. Stone, amusé par la confusion générale, se déplaça jusqu'à la petite bibliothèque qui faisait la longueur de l'unique mur du bureau. Ses doigts tâtonnèrent sur tous les ouvrages qui s'y trouvaient. Il s'agissait, pour la plupart, d'œuvres littéraires sans lien entre elles. Stone poussa un soupir de soulagement et empoigna un des volumes qu'il ouvrit et commença à feuilleter. « Qu'est-ce que tu fais ?» « J'enquête, Miss Marston. Voyons ce que ce cher Monsieur Melville a de beau à nous raconter. » Arrête tes conneries. On a déjà fouillé toute la tour, toutes les salles et même les bouquins sans trouver quoi que ce soit d'utile. Et semblerais-je trop indiscret si je vous demandais qui s'est chargé de la bibliothèque? Charlène vit Martin Bester devenir blême. Ses yeux, en pleine réflexion, se tournèrent vers Harry, qui affichait également une pâleur des plus inquiétantes. C'était Lampert. Ce cher Lampert! De tous les flics pourris de cette ville, j'ai longtemps attendu de le voir nous rejoindre à McKean. Mais apparemment, il s'en est tiré, lui. Et il devient quoi maintenant? Toujours à jouer les bons pères de famille? Il a disparu après la tentative d'insurrection de la cabale du Crâne Noir. On a eu beau fouiller son appartement, on n'a rien trouvé, aucun indice sur son devenir. Il s'est évaporé le soir de l'attaque, avec sa femme et son fils. Il a fait le bon choix. Avec nous, Lampert se contentait d'une petite prime en échange de quelques infos. Mais Mandrake avait des ambitions bien trop extrêmes pour ses petites épaules de faisan. Ah, et voilà vos bonhommes, monsieur le commissaire. Le Louisianais posa le livre sur le bureau. Il appuya avec son doigt sur plusieurs lignes. Imitant ses camarades, Charlène s'approcha et entrevit rapidement cette liste qui répertoriait plusieurs noms. Y étaient inscrites toutes leurs activités et affiliations. Dans une joie qui exaspéra la trappeuse, Stone se mit à tourner les pages du livre. Là, vous avez les copains de Mandrake. Ici, c'était les gars qui récoltaient les commissions, mais ils sont déjà tous au trou. Et là, vous avez la bande d'Oswald. Chez nous, on les appelait les 12 apôtres. Et en face, ici, les poulets qui bossaient avec nous. Et... oh, quelle surprise! Monsieur Lampert arrive en 3e position. Martin et Harry semblaient sur le point de s'évanouir. Après 5 mois de lutte, la mission des Minutemen n'était toujours pas achevée. Et tandis que les morts et les disparitions grandissaient en nombre, le syndicat semblait à l'inverse ressurgir de ses cendres. Tout ça, c'est que du vent. En effet, il est vrai que pour planquer mes listes, j'aurais pu choisir autre chose qu'un mauvais bouquin sur une histoire de chasse à la baleine. Mais... que voulez-vous? Je suis un grand amoureux de la littérature américaine, moi. D'accord. Admettons que Lampert ait été un mouchard. S'il avait vraiment lu ce torchon, pourquoi il a pas brûlé dans ce cas? Peut-être que l'histoire du capitaine Ahab l'a ému. Ou alors, peut-être qu'un petit génie lui a demandé de laisser ce bouquin à sa place pour que ses secrets s'avèrent utiles au moment opportun. Un moment opportun, comme aujourd'hui? Le juge Gardner sursauta quand la voix grave de Jerry résonna dans le bureau. Ce Lampert a bien failli envoyer certains d'entre nous au cimetière. Il avait de bonnes raisons d'agir ainsi. C'est toujours plus facile d'être un incorruptible quand on n'a pas de famille, colonel. Pardon, non, pas colonel, juste lieutenant, c'est ça? Et pour cette liste, vos renseignements sont peut-être erronés.
Si Oswald était vraiment de retour, il aurait pris soin de brouiller les pistes, en commençant par ses lieutenants. Et vu votre passif, monsieur Stone, j'ai encore beaucoup de mal à croire à votre bonne foi, même après ce que vous avez fait en prison. Le vieux chef de la police marqua une pause dans son discours. Robin n'avait pas ouvert la bouche depuis le début de cette entrevue. Martin et Harry continuaient de dévorer le recueil de Stone, tremblant devant la liste des policiers qui s'étaient laissés séduire par les bonnes faveurs du syndicat. Jerry avait un visage écarlate, mais Charlène n'arrivait pas à discerner quelle énigme le tracassait en premier, alors que les révélations plus ou moins fiables s'accumulaient. La trappeuse songea à Lampert, qui aurait pu les aider à sortir de cette pagaille. Devant le silence général, Stone reprit la parole. Son air satisfait fit trembler de rage la furie du Montana. Écoutez, vous pouvez en effet perdre du temps à retourner ces informations dans tous les sens. Mais gardez bien en tête que, pendant ce temps, les hommes d'Oswald auront déjà été alertés de ma libération. Et je vous parie mon nouveau costume que tous auront déjà filé avant cette nuit. Comme ce cher Lampert. Devant les menaces de l'ancien criminel, Gardner et Johnson ne mirent pas longtemps à se mettre d'accord. Ainsi, cette journée qui avait débuté si calmement se transforma en une course folle contre le temps. Menée par les Minutemen, la police traqua les noms de la liste de Stone aux quatre coins de Walnut Grave. Certains furent appréhendés dans leur maison, d'autres dans des bars. 2 fugitifs tentèrent de se cacher en ville, mais les talents d'investigation de Harry suffirent à les débusquer. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière l'épaisse forêt des Appalaches, Charlène et les autres justiciers demeurèrent ébahis face à ce nouveau spectacle. Devant le commissariat, alignés et menottés, les 12 complices d'Oswald attendaient d'être jetés en cellule avant leur jugement. Tous affichaient des regards emplis de colère et d'incompréhension envers William Stone. Le Louisianais les toisait au milieu de la rue, les mains dans les poches. Son sourire satisfait agaçait toujours Charlène. L'ancien criminel se permit d'afficher son rictus arrogant à tous les Minutemen quand Neville Gardner et Alan Johnson vinrent le féliciter. Charlène se doutait, du moins espérait-elle, que la sympathie des 2 vieux hommes de loi n'était qu'une façade, pour dissimuler leurs craintes. Tous les justiciers étaient abattus, irrités à la fois par la fierté si manifeste de Stone et par les applaudissements qu'il recevait de la part des badauds. Martin et Harry furent les premiers à partir. Ils prétextèrent le surplus de travail que ces nouvelles arrestations allaient entraîner. Jerry s'en alla de son côté, sans même saluer ses camarades. Ne restèrent plus que Robin, Schwartz et Charlène, que Stone s'empressa d'aller importuner avec son sourire victorieux. Ah, au total, 12 arrestations dès le premier jour de liberté. Robin se contenta d'acquiescer d'un mouvement de tête. Il faut reconnaître que vous êtes aussi doué pour faire régner la loi que pour la violer. Je suppose qu'un simple désolé ne suffira pas pour toutes ces années de despotisme syndical, mais vous pouvez prendre ces 12 gugus comme un rachat. Il faudra plus que ça pour vous faire pardonner, mais c'est vrai, c'est déjà un début. Imitant Martin et Harry, Robin tourna le dos à Stone et prit la direction du commissariat. Silencieux comme d'ordinaire, David Schwartz suivit le chef des Minutemen. Depuis cette fameuse nuit,
son rôle se limitait à l'escorter dans tous ses déplacements. Charlène resta encore quelques minutes. Elle observa l'absurdité de la scène, de tous ces criminels mis aux arrêts par leurs semblables. Les réactions de Johnson, de Garner et même de Robin étaient des plus illogiques. En une simple journée, toute défiance envers Stone avait disparu. Combien de temps encore attendrait-il avant de retourner une nouvelle fois sa veste? Charlène s'apprêtait à rejoindre ses camarades quand le visage empli d'arrogance de Stone réapparut devant elle, une énième cigarette aux lèvres. « Sacrée journée, n'est-ce pas? Si nous en avions le temps, je vous raconterais bien mes tribulations à la Nouvelle-Orléans. » Écoute, mon mignon. Reste loin de moi et tout ira bien. Surtout pour toi. Allons, Miss Marston, je viens de boucler 12 bonhommes juste pour vous faire plaisir. Ça vous suffit pas? Vous avez pas entendu votre patron? Lui, il semble beaucoup plus diplomate et surtout beaucoup plus compréhensif. Ce n'est pas mon patron. Et soyons bien clairs. Pour l'instant, t'es le héros de la journée. Même le symbole de la rédemption, si ça te plaît. Mais n'oublie pas que dès le moment où tes mauvaises habitudes réapparaîtront, je serai là. Ainsi, Charlène quitta William Stone. Elle laissa l'ancien criminel la dévisager en avalant de grandes bouffées de tabac. La trappeuse partit aider ses compagnons, mais le travail bureaucratique demeurait un mystère pour elle. Aussi, elle se contenta de regarder les policiers faire leur devoir, allant et venant dans le commissariat, tantôt avec un dossier, tantôt avec un criminel, dans un balai des plus chaotiques. Oswald le Manchot était toujours libre, mais il ne pouvait plus compter sur le soutien de ses sbires. Charlène savait que tôt ou tard, il réapparaîtrait pour des représailles. Laissant la mélancolie l'envahir, la trappeuse se mit à espérer que le colonel Peter Williams revienne la bombarder de questions. La bombarder d'anecdotes sur ses aventures au Nicaragua. Avec un sentiment d'apaisement, la furie du Montana espéra que son chevalier servant réapparaîtrait avant la prochaine bagarre.